inauguré le festival littéraire donc de Racines de ciel cette année, qui est consacré, vous l'avez entendu, à cette notion au fond paradoxale de fiction vraie, puisque ce sont deux mots antinomiques, ça a été rappelé. Et effectivement, c'est vrai que c'est une notion paradoxale parce que, au fond, comment une fiction peut-elle être vraie et comment une vérité peut-elle ne pas passer par un récit, c'est-à-dire une fiction, une fabrication. Donc, pour inaugurer cette thématique, on ne pouvait rêver d'un meilleur invité que Éric Fotorino, d'autant plus que Michel Leca vous l'a dit aussi tout à l'heure, tout est parti d'une idée autour de des écrivains journalistes et c'est cela qui a dicté le thème que nous traitons ce soir. Donc, même si Éric Fotorino est de plus en plus connu maintenant comme romancier, quand on cherche, par exemple, sur les réseaux des informations sur lui, c'est quand même d'abord comme journaliste qu'il est présenté. Alors, je vais laisser tout à l'heure Sandra Alfonsi vous présenter Éric Fotorino, mais je voudrais juste peut-être donner une phrase de lui qui pourrait servir d'exergue à toute cette soirée, parce qu'elle est aussi paradoxale. Et elle arrive à la fin, dans la dernière page de son dernier roman, donc des gens sensibles. Il dit: j'avais choisi ma naissance, je serai l'enfant de mes livres, je ne raconterai pas ma vie, je l'inventerai en l'écrivant. Donc, je l'inventerai en l'écrivant, alors que on est dans la ligne d'un récit autobiographique. C'est assez étonnant et voilà. Donc, je pense que c'est à partir de cette complexité qu'on peut peut-être réfléchir sur ce que c'est qu'une fiction vraie. Mais Sandra. Merci Albert. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous accompagner ce soir. Éric Fotorino, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de Racines de ciel. Une petite présentation, donc, comme Albert l'a précisé. Vous êtes né à Nice, vous êtes écrivain et journaliste, titulaire d'une licence de droit et diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris. Vous intégrez le quotidien Le Monde en 1986. D'abord pigiste, puis grand reporter. Vous êtes élu directeur du journal en 2007, puis président du directoire de 2008 à 2011. En 2014, vous cofondez l'hebdomadaire Le 1, puis la revue America en 2017 et le trimestriel Zadig en 2019, avant le petit dernier, Légende, en 2020. Depuis 1991, vous menez une riche carrière de romancier, saluée par de nombreux prix, dont le Femina en 2007 pour Baiser de cinéma. Votre histoire familiale, nous allons le voir, est au centre d'une grande partie de votre œuvre littéraire, inspirée par une enfance ballottée entre deux pères, l'un qui vous abandonne et l'autre qui vous adopte. Nous allons évoquer ce soir votre dernier roman, Des gens sensibles, paru en 2025 chez Gallimard. Alors, une première question, qui rejoint d'ailleurs la citation qu'Albert vient de faire, au sujet de ce livre plus précisément, de quelle manière s'inscrit-il dans votre puzzle littéraire et familial? D'abord, merci beaucoup de cette présentation, vos doubles présentations. Merci à Michel Leca de m'avoir fait signe depuis longtemps pour ce rendez-vous d'Ajaccio que je ne voulais pas manquer cette année. Et ce lieu est tellement inspirant et vos visages sont un peu comme des feuilles blanches sur lesquelles on a envie d'écrire quelque chose, de laisser quelques traces. Alors, c'est vrai que l'exergue que vous avez choisi effectivement, je me sens l'enfant de mes livres, c'est-à-dire que mes livres, c'est le seul domicile fixe que je me suis connu vraiment. Et même si les livres sont d'abord des nomades et ils circulent de main en main, c'est là que je suis vraiment présent, que je suis même présent à moi-même avant que je le devienne pour ceux qui me font
l'honneur de me lire. Alors, comment inscrire les gens sensibles dans tout ce travail qui remonte à 35 ans, puisque j'ai commencé, vous l'avez rappelé, 91, mon premier roman Rochelle, donc presque 35 ans. Je pense que c'est le texte on appelle ça quelquefois le préquel, celui qui va précéder toute une œuvre, tout un travail, et qui vient à la fin. Et c'est vrai que ce texte est très particulier pour moi parce que il n'est pas une entrée frontale dans mes propres origines. Il est plutôt une naissance en littérature. Qu'est-ce que c'est que la littérature pour un jeune homme qui va publier à 20 ans un premier roman et qui a à la fois la chance, le privilège, cette espèce de séisme d'être entre les mains d'un homme et d'une femme qui est une attachée de presse, on n'en parle pas beaucoup dans la littérature, et d'un homme qui est un écrivain algérien. Ce n'est pas Boualem Sansal, mais il y a évidemment beaucoup d'échos presque involontaires avec l'histoire de Boualem, et comment ces deux météores ont frappé à jamais ma vie. Météores parce que je les ai enterrés l'un après l'autre, mais il m'avait laissé quelque chose de ce qu'était, je pense, le mystère d'écrire, l'enjeu de l'écriture, quelque chose qui nous dépasse. Et c'est vrai que donc ce n'est pas un roman autobiographique au sens où je raconte pas mon histoire, mais je raconte une histoire. C'est comment on dit c'est une vraie histoire. Ce n'est pas nécessairement une histoire vraie. Voilà. Quelquefois, il faut juste changer l'ordre des mots. Oui, d'ailleurs, vous dites aussi quelque part que écrire pour vous, c'était au fond chercher l'antidote du mensonge. Oui, alors évidemment, se dire, vous avez rappelé tous les deux mon parcours de journaliste. Moi, si vous voulez, le journaliste, c'est le centre de ma vie, puisque c'est mon centre de gravité, puisque je suis journaliste depuis plus de 40 ans. Mais le cœur de ma vie, c'est l'écriture. Alors, je suis pas fort en géométrie pour vous dire entre le centre et le cœur où se situe le réel, la vérité. Mais en tout cas, c'est vrai que la littérature, pour moi, elle m'a occupé même avant d'écrire. Il y a une phrase que je prête à un éditeur dans ce texte, devant le jeune héros, le jeune Fosco. Il lui dit la chose suivante, il lui dit « Vous êtes un écrivain, mais vous n'avez encore rien écrit ». Je pense que je suis né écrivain, ou que la vie a fait de moi un écrivain, avant même que j'écrive ma première rédaction qui a été lue dans une classe et qui m'a couvert de honte parce que je racontais un après-midi d'ennui avec ma mère où j'apprenais à tricoter. Et je me souviens, quand vous êtes dans une classe de garçons en sixième et qu'on lit que vous apprenez à tricoter un samedi d'ennui, ça vous suit tout au long de l'année. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, l'écriture, elle a été effectivement une révélation à moi-même de qui je pouvais être, autrement dit, et de qui étaient les miens. J'étais incapable de mettre un visage sur l'expression « les miens ». Je ne savais pas qui étaient les miens. Et à partir de là, la vérité, je l'ai donc traquée, débusquée par la fiction, ce qui est évidemment un paradoxe pour un journaliste qui s'attache évidemment à la vérité, ou aux vérités, puisqu'on sait qu'elles sont multiples, mais il y en a toujours une. Il faut toujours entendre les vérités des autres, mais il faut quand même toujours forger la sienne. Alors, ce livre est aussi un tableau des coulisses du monde de l'édition, avec des personnages absolument marquants et touchants, et notamment Clara, cette attachée de presse dont vous venez de parler, et qui a une espèce de radicalité dans ses exigences littéraires. D'ailleurs, elle répète souvent, quand elle reçoit des livres ou quand elle en lit, tant de livres et si peu d'écriture. Oui, d'ailleurs, c'est une phrase que j'ai volée à Marguerite Duras, qu'elle a volée à Marguerite Duras, tous ses livres et si peu d'écriture. Mais c'est vrai que ce personnage de Clara est pour moi fondateur parce que elle est celle qui va reconnaître chez ce jeune homme quelque chose que lui-même ne voit pas. Et lorsqu'il est saisi par le doute, comme Saint Jérôme un peu plus loin sur la gauche, qui tourne le dos au Christ, il est saisi par le doute. Est-ce que je suis vraiment un écrivain? Est-ce que je suis capable d'écrire une œuvre? Elle a un grand sac, une sorte de cabas, avec beaucoup de désordre dedans, et elle tire son manuscrit froissé, son tapuscrit, et puis elle a entouré des phrases, et elle lui lit une phrase, elle lui dit « Tu as bien écrit ça, c'est toi qui as écrit ça, donc tu es un écrivain ».
Et donc, elle lui donne cette confiance en lui qui lui manque tant et qui fait qu'à un moment donné, cette femme, elle va le rendre à ses yeux plus grand que ce qu'il est, en tout cas ce qu'il croit être. Elle est même préconisatrice de lecture. Oui, ça, il y a des scènes que j'ai aimé écrire parce qu'elles me rappelaient quelques souvenirs. C'est une femme qui habite dans un quartier de Paris, du côté d'Enfer Rochereau. Elle a un appartement très classique qui a appartenu à son grand-père, avec des moulures au plafond et des parquets de Hongrie. Et au milieu de son salon, il y a un fauteuil, un guéridon avec un téléphone, un cendrier, une coupe de champagne. Là, elle est armée pour traverser les nuits. Et les nuits, elle les traverse avec des livres qui vont paraître. Et ces livres, elle les déchiquette, il n'y a pas d'autre mot. Elle passe sa vie à lire. On comprendra plus tard d'ailleurs qu'elle ne les lit pas vraiment parce qu'elle est atteinte d'une maladie, d'une diminution de ses capacités de lecture qui font qu'elle peut pas se concentrer. Mais c'est encore plus fort parce que elle a presque un instinct animal. Alors vous l'aimez bien, les animaux ne lisent pas, mais elle a cet instinct d'aller débusquer, d'aller trouver quelque chose de fort qui fait de la littérature. Elle a une chambre qu'elle appelle la chambre aux livres, et quand le jeune héros va dormir dans cette chambre, il doit déblayer des dizaines et des dizaines de livres qui sont sur le lit. Donc il y a des livres de James Baldwin, parce que quand Baldwin vient à Paris, il veut toujours aller boire avec elle dans les cafés de Montparnasse. Il y a Georges Semprin, il y a Joyce Carol Oates, il y a Carson McCullers, il y a tous ces livres que vous connaissez peut-être dans la collection mythique de Stock qui s'appelle, des éditions Stock qui s'appelle la Cosmopolitaine, et où il y a des œuvres de Singer, et voilà. Donc il va découvrir des auteurs la nuit, et lui il va pas non plus beaucoup dormir. Et ce personnage donc qui est le narrateur, qui porte un nom assez transparent quand même, Jean Foscolini dit Fosco, c'est votre double? Est-ce que, parce que j'ai cru reconnaître, par exemple, aussi le portrait de votre premier éditeur, qui est Claude Durand. Oui, absolument. Formidable et redoutable Les éditeur. Formidable parce que redoutable et inversement. Alors, c'est intéressant la question du double, parce que ce texte, j'ai commencé à l'écrire en l'an 2000, au printemps de l'an 2000, quand ces deux amis avaient disparu, et j'avais le sentiment que si je voulais encore qu'il soit vivant, il fallait que j'écrive cette histoire, notre histoire de ce trio incroyable, donc de cet attaché de presse, Clara, d'un écrivain algérien, Saïd, que certains d'entre nous, je vois mon ami Jean-Noël Pancrazi, a dû connaître bien sûr Rachid Mimouni, et donc ces deux êtres qui étaient fracassés par la vie, lui était poursuivi par les islamistes, les GIA, le fils, etc. Et quand il était à Paris, se réfugier chez Clara, il y avait toujours un petit bataillon, enfin pas un bataillon, une dizaine d'hommes du GIGN qui étaient en bas et qui étaient censés assurer sa sécurité. Et Fosco, il a une voiture, il a le permis de conduire, donc il n'y a pas de téléphone portable, on est en 1994. Donc il se donne des rendez-vous par les cabines téléphoniques près du Lion d'Enfer où il y a un café. Et donc Clara et Saïd sortent la nuit vers minuit, soi-disant pour aller acheter des cigarettes, et finalement Fosco les attend là. Ils montent en voiture et ils trompent la vigilance de la police. Et pendant la nuit, ils boivent. Ou quelquefois même, ils quittent Paris, ils vont voir la mer, ils vont faire des choses assez incroyables, à la fois très poétiques et très pathétiques. Et donc, est-ce que c'est mon double? Oui, c'est mon double qui a vieilli, ou c'est mon double plus jeune. Moi, je suis le double qui a vieilli, mais dans ce livre, il y a ma jeunesse, il y a mes 20 ans. En l'occurrence, je n'avais pas 20 ans, mais ça, c'est pas grave. Vraie histoire vraie. Mais surtout, il y a en partage entre ces trois êtres, il y a la promesse que la littérature, c'est plus grand que la vie, et qu'elle peut vous consoler de tout ce que la vie peut vous apporter de tragique. Malheureusement, l'un et l'autre meurent. J'ai commencé à l'écrire en l'an 2000, au printemps de l'an 2000. J'avais enterré Clara après avoir enterré Saïd. Et j'ai écrit comme on veut payer une dette à un souvenir. Simplement, à l'époque, c'était tout frais dans ma tête. Ils étaient encore là. J'avais même encore leur voix. J'avais dans mes yeux les robes de Clara, le regard de Clara, le regard de Saïd. J'avais tout ça. Et puis, au bout de 50 pages, j'ai pas réussi à continuer. C'était comme si j'avais commencé ce texte avec 220 volts, et puis à un moment donné, les pages que j'écrivais devenaient du 110. C'était pas bon, c'était pas bien. Et donc j'ai arrêté, puisqu'il faut surtout pas s'obstiner à publier si c'est pas bien. Donc j'ai attendu. Et c'est seulement en 2018
que le 220 volts est revenu. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que ça revienne? Une chute de vélo. Une chute de vélo et j'étais cassé de tous les côtés sauf mon bras gauche et les 3 doigts de ma main gauche. Et allez savoir pourquoi. Est-ce qu'on est des êtres très compliqués qu'ils soient contrariés pour qu'ils puissent retrouver la liberté et l'écriture? J'ai écrit avec 3 doigts de la main gauche en 2018, donc 18 ans après. Donc je n'étais plus le même, évidemment. C'était plus le jeune homme. Le temps était passé, j'allais dire, même le temps m'avait roulé dessus. Mais il avait aussi roulé sur le souvenir de Clara, sur le souvenir de Saïd, et ils n'étaient plus tout à fait les mêmes. Je n'avais pas encore mesuré en 2000 à quel point ils avaient compté dans ma vie. Et à un moment donné, j'ai eu un nouvel obstacle, parce que il y avait une scène très importante qui se passe à Tanger. Et je n'étais jamais allé à Tanger. Alors il m'est arrivé, parmi les romans que j'ai écrits, de raconter des lieux où je ne suis jamais allé. Ça m'a d'ailleurs valu quelquefois des petites, des choses assez drôles. Je pense à un roman qui s'appelle Un territoire fragile, où je parle d'une femme à Bergen en Norvège, où je ne suis jamais allé parce que c'était le blanc des cartes, parce que c'était une sorte d'immaculé. Et un jour, le conseiller culturel de l'ambassade de Norvège en France m'a demandé de venir faire une conférence sur l'esprit norvégien parce qu'il trouvait que je l'avais percé, et j'ai dû avouer mon imposture que je n'étais jamais allé en Norvège. Donc, j'aurais pu écrire sur Tanger, mais là, je voulais pas parce que mon père, j'allais dire mon vrai père, avait vécu à Tanger dans sa jeunesse, et que je voulais voir ce lieu où l'Atlantique et la Méditerranée se rencontrent, et dans rencontre, il y a contre. Et puis, je voulais aussi imaginer Saïd dans les rues de Tanger, là où il a eu peur, là où il a été exilé d'Alger. Bref, je n'y suis allé qu'en 2023. Et donc, le livre a attendu encore. J'ai écrit un autre texte qui est sous mes yeux, qui s'appelle Mon enfant, ma sœur, qui est autre chose. Et ce qui fait que quand je l'ai donné à mon éditeur chez Gallimard, le 3 novembre 2024, 15 jours après, Boualem Sansal a été arrêté. Et mes lecteurs chez Gallimard m'ont tout de suite dit, mais Éric, tu parles de Boualem? Je dis, non, je parle pas du tout de Boualem. Vous savez, c'est comme une synchronicité. J'ai vu quelque chose de nietzschéen. Vous savez, Nietzsche, l'éternel retour. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas guéri un mal au moment où il se produit, s'il l'avait pas anéanti, il va revenir. Le temps n'est pas une flèche, c'est une roue. Et c'est pas le cycliste qui parle, c'est celui qui... Alors justement, vous avez parlé du personnage de Saïd, qui dans le livre est un auteur algérien, adulé dans tout le Maghreb et tout aussi hanté par la mort que Clara, hein, on le découvre. Ce sont les années de la décennie noire en Algérie. Et l'Algérie entre dans ce livre à la fois par la littérature et par la violence. Et cela rejoint aussi la quête des origines du personnage. Vous citez notamment un certain nombre d'écrivains, de cinéastes ou de journalistes et d'artistes assassinés à ce moment-là. Et en filigrane de cet hommage à leur courage, vous évoquez longuement la culture et la langue berbère. Et d'ailleurs, Saïd, à un moment donné, dit à Fosco, tu dois connaître l'amazigh, donc c'est la langue berbère, ces mots sont les globules de ton sang. Oui, alors c'est là, si vous voulez, que votre question, elle est un ricochet de la question d'Albert, dans la mesure où, pour savoir est-ce que c'est mon double, etc. Au moment où je rencontre celui qui est Saïd, Rachid Mimouni, je sais un peu mes origines, mais je suis loin de tout savoir. Mais quand je vois cet homme, je dis pas que je me vois, je vois quelque chose de moi. Et je creuse, j'essaie de comprendre. Parce que moi, la Méditerranée, elle m'a traversé bien avant que je la traverse, elle est dans mon sang. Un père marocain, un autre de Tunisie, mais tout ça était dans le non-dit, dans le flou. Bon. Et donc, quand je reprends ce texte, quasiment 20 ans après, je sais des choses que je ne savais pas alors. Et notamment, je connais mes origines berbères. Je sais que mon arrière-grand-père, qui s'appelait Yahya, était dans le sud-est du Maroc, qui s'appelle le Tafilalet, et qu'un jour il a suivi une caravane, après avoir subi une grande violence, et il suit une caravane et il va se mettre au service, il est juif, il va se mettre au service du rabbin de Fès au Maroc, et comme m'a dit mon père un jour, il était analphabète même en hébreu. Et donc si vous voulez, quand je me suis mis à écrire ce texte entre 2018 et 2024, évidemment, toute cette culture amazigh, toute cette culture berbère que j'avais approchée de près dans les années 90,
en particulier parce que là aussi, vous savez, la littérature et la réalité. Un jour, le comédien Daniel Prévost m'appelle, comme journaliste au Monde. Il avait lu mon premier roman sur l'identité et lui-même venait de publier un roman qui s'appelait Coco Belnat, où il racontait en fait qu'il était un enfant adopté, mais qu'il était originaire d'Algérie. Et il me dit, écoute, est-ce que tu veux bien voir Bouguermour avec moi? Je ne savais pas qui était Bouguermour. Bouguermour était un cinéaste algérien, kabyle, et il était en train de tourner aussi pour un film de cinéma le grand chef-d'œuvre de la littérature kabyle qui s'appelle La colline oubliée de Mouloud Mamri. Et moi, je sais rien de tout ça. Donc, il m'emmène dans un restaurant qui s'appelle L'Homme Bleu, dont je reparle dans Des gens sensibles. Et tout d'un coup, dans ce restaurant du 11e arrondissement, me voilà dans le monde Djoudjoura, me voilà en Kabylie. Et donc, évidemment, quand très longtemps après, je me suis remis à écrire ce texte, tout ça est revenu, vous voyez, le passage du temps. Et puis, cette culture amazigh qui me parlait d'autant plus que je savais que dans mes racines, il y avait la berbérité, donc qui arrive. Les Berbères, comme vous savez, arrivent avant les Arabes en Algérie et ont toujours été tenus à distance. Et puis après, là, c'est le journaliste qui parle. Dans les années 90-2000, j'ai connu tous ces artistes comme Idir, par exemple, que j'ai beaucoup aimé, qui est mort au moment du Covid, et puis Lounès Matoub, qui a été assassiné lâchement, 65 balles dans le corps, parce qu'il revendiquait ses origines berbères. Il y avait Ferhat, enfin il y avait quelques autres. Donc si vous voulez, il y a eu une sorte de télescopage, et je trouve que la littérature, enfin l'écriture, je ne sais pas si je fais de la littérature, mais j'écris en tout cas, j'essaie d'écrire. Mais pour moi, elle est une sorte de, c'est comme si la plume était un aimant, et que toute la limaille des mots, des souvenirs, des impressions, des odeurs de ce restaurant berbère, les chansons d'Enrico Macias et puis tout d'un coup celle d'Idir et tout le monde se lève. Vous voyez, tout ce mélange-là, à un moment donné, il faut que ça devienne une histoire. Et voilà, c'est ça les gens sensibles. Alors, effectivement, dans ce livre où on voit un petit peu tout le paysage des écrivains des années 90, on est beaucoup à Montparnasse. Vous faites aussi des rencontres d'écrivains et vous racontez une rencontre avec Nathalie Sarraute, par exemple. Et Nathalie Sarraute vous donne un conseil qui est rester près de votre enfance. Est-ce que c'est ce conseil que vous avez suivi par la suite? Alors, je l'ai suivi, mais elle ne m'a jamais dit ça. Voilà. Donc c'est une... Vous savez, c'est une vérité fausse, c'est pas une fiction vraie. La liberté du roman. La liberté du roman. Moi, je pense toujours à Blaise Cendrars. Est-ce que vous avez voyagé dans l'Orient Express? Qu'est-ce que ça peut vous faire si je vous ai emmené dedans? Voilà. Alors, si le lecteur pense qu'un jour, moi, j'ai rencontré Nathalie Sarraute parce que j'avais le permis de conduire et que je l'ai fait voyager dans Paris pour aller à un dîner. J'adore cette idée. Mais je l'ai jamais connue, Nathalie Sarraute. Et oui. Voilà. Mais en revanche, c'est vrai que j'ai imaginé des choses qui avaient pu se produire. En l'occurrence, Clara organisait des dîners parce que elle était une femme seule, très solitaire, mais c'était une de ces solitaires qui aiment la solitude accompagnée et qui organisait des grands dîners avec des écrivains. Donc il y a Le Clésio, il y a Nathalie Sarraute qu'on voit paraître dans ça. Mais je sais que ça a pu exister, mais moi je n'étais pas là. Mais si vous lui avez fait dire cette phrase, c'est qu'elle est importante pour vous. Absolument. Or, c'est vrai que ce n'est pas une phrase de journaliste, justement. Non, bien sûr. Si vous voulez, bon, le chef-d'œuvre de Nathalie Sarraute, c'est ce livre qui s'appelle Enfance. Et donc, je me disais, il faut que je trouve quelque chose de réaliste. Et je me souviens, ma compagne Delphine qui est ici, elle cite souvent Cartier-Bresson. Il disait, quand on va au bal, il faut danser. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous racontez une histoire, il faut vraiment la raconter. Vous avez pas à embêter votre lecteur à dire oui, mais est-ce que c'est bancal, est-ce qu'il l'a dit? On s'en fiche. On raconte une histoire, on la raconte. Alors moi, j'ai envie que quand vous êtes en train de lire Des gens sensibles, vous voyez Claude Durand, vous voyez Charles Follet, vous voyez Saïd, vous voyez Clara,
Vous voyez Nathalie Sarraute, vous voyez JMG Leclésio, vous les voyez comme si vous étiez avec vous. Et pour moi, c'est ça la magie de la littérature, c'est vous imaginez quelque chose qui devient vraisemblable. Alors, le narrateur, dans votre livre, quelques années plus tard, quelques décennies plus tard même, se met à douter, a besoin de retrouver des témoins de cette période, comme si il avait besoin d'une réassurance concernant les événements et concernant même les personnes. Pourquoi ce sentiment? L'avez-vous vous-même éprouvé? Oui, parce que, et c'est d'ailleurs probablement pour cette raison que lorsque ces deux personnes devenues des personnages sont morts l'un après l'autre, j'ai eu tout de suite besoin de consigner sur le papier, moins qu'une histoire, mais plutôt des émotions. Qu'est-ce qui m'avait procuré comme émotion? Qu'est-ce qu'ils avaient fait vibrer en moi, ces deux-là, pour que, ayant passé si peu de temps dans ma vie, les météores, ils soient restés aussi longtemps en moi. Et donc, les années passant, évidemment, la trace, elle ne s'est pas perdue, mais elle s'est effilochée. Par exemple, je parle dans l'appartement de Clara, il y a un tableau qui n'est pas accroché au mur, mais il est comme ça contre le mur et il est tourné, on le voit pas. Et moi, un jour, je l'ai tourné. Et c'est une petite fille, elle a 7 ans, 8 ans, elle a un regard extraordinaire, des yeux très bleus, une tête de chat, une allure comme ça. Et à un moment donné, je me rends compte qu'en fait, c'est elle, c'est Clara. Et elle me dit, oh, je n'aime pas ce tableau. Mais si vous voulez, ce tableau, finalement, maintenant, je n'arrive plus à voir exactement comment il était. Je le vois un peu parce que j'y ai pensé souvent. Si je le voyais, je pense que je le reconnaîtrais. Mais voilà, la mémoire, tout s'en va. Et donc, les mots, on les cloue comme sur des planches, hein, sur des pages, pour qu'il reste quelque chose. Et moi, quand je lis, vous savez, dans d'autres livres que j'ai écrits, et notamment sur mon père, l'homme qui m'aimait tout bas, qui s'est donné la mort il y a bien longtemps, quand je veux le retrouver vivant, je vais lire 3 pages de mon livre, c'est tout, 3 pages. Et je le retrouve, parce que à ce moment-là, il venait de mourir, on était passé du « j'ai un père »,« j'avais un père ». Vous savez, le passage du présent au passé quand quelqu'un meurt, c'est très difficile. Pendant encore quelques jours, vous n'arrivez pas à parler au passé. Eh bien, ces deux personnages, en écrivant ce texte, pour moi, je peux encore parler d'eux dans un certain présent. Alors, en regardant le livre précédent, donc Mon enfant, ma sœur, il y a des liens secrets, disons, entre les deux livres, mais ils sont en même temps très différents. Et d'abord, peut-être par la forme. C'est-à-dire que Mon enfant, ma sœur, déjà dès le titre, se présente davantage, au fond, presque comme un poème, plutôt comme un chant peut-être. Et je me demandais pourquoi est-ce que vous aviez choisi cette forme. Est-ce qu'elle vous permet d'approcher mieux la vérité de ce que vous vouliez dire que la forme classique romanesque? Oui, c'est une question évidemment intéressante et qui m'a occupé. Pour que le public comprenne en 2 mots, c'est un texte dans lequel je fais renaître une petite sœur dont j'ai appris l'existence il y a seulement quelques années par la bouche de ma mère. Ma mère avait presque 80 ans quand elle m'a dit l'existence de cette petite fille qui lui a été arrachée dès la naissance dans une institution religieuse et qu'elle n'a plus jamais revue. Et donc quand j'ai appris ça, il y a eu un tel séisme, un tel choc que je suis resté sans voix. D'ailleurs, j'ai perdu la voix, vraiment, pendant 2 jours, je n'ai pas pu dire un mot. Et je suis resté comme ça 2 ans, 3 ans à avoir cette information qui est un défi pour l'imaginaire. Si vous apprenez, chacun d'entre vous, que vous avez eu un frère ou une sœur il y a 60 ans, vous n'allez même pas pouvoir l'imaginer. Vous n'allez pas pouvoir imaginer un bébé, ou un petit garçon, une petite fille, ou un adulte, ou quelqu'un comme vous. Bon, déjà, l'imaginaire est pris à défaut. Donc, je suis resté 3 ans sans rien faire, d'autre que de savoir que j'avais quelque part, peut-être encore, une petite sœur. Et puis un jour, comme je prends beaucoup de trains dans ma vie, j'aime bien prendre ces trains parce que voilà, j'ai l'impression de m'échapper, d'être inaccessible comme sur mon vélo, presque. J'ai commencé à écrire sur des feuilles volantes, à interpeller cet inconnu que je pensais définitive. Et ça a fini de feuille volante en feuille volante à faire un début de texte.
dont j'ai pensé qu'il fallait le rassembler parce que, comme vous savez, les feuilles volantes, c'est fait pour s'envoler. Et j'en ai d'ailleurs sûrement perdu quelques-unes. Et donc, pour répondre directement à votre question, j'ai compris que cette quête, qui devenait au fur et à mesure une enquête, je n'arrivais pas à faire de phrases. Donc c'est un livre sans phrases. C'est un livre qu'avec l'émotion et le questionnement de qu'est-ce que c'est que l'absence, qu'est-ce que c'est que le silence, qu'est-ce que c'est que la violence de l'absence, qu'est-ce que c'est que la violence du silence, et comment tout ça vous arrive comme un boomerang quand vous avez, moi j'avais 60 ans quand j'ai su ça. Eh bien, j'ai pas su faire de phrases, donc c'est comme vous dites, c'est un long poème, et mon enfant, ma sœur, évidemment, l'invitation au voyage de Baudelaire, il n'y avait pas d'autre titre possible à mes yeux, et donc pendant presque 250 pages, il n'y a pas plus de 3 mots par ligne, quoi. Et vous venez de parler de Baudelaire. Dans ce livre, il y a également, enfin, vous citez un vers d'un autre poète, hein, Henri Michaud, « Je suis né troué », poème écrit dans un recueil, hein, paru en 1929. Voilà, paru en 1929. Il y a aussi quelque chose de cette analogie dans la forme avec le poème d'Henri Michaud. Alors moi, je suis touché que vous ayez lu ça et vu ça. Si vous voulez, bon, quand j'avais 17 ans, je faisais du vélo. J'avais un père adoptif qui m'avait donné son nom. J'ai changé de nom quand j'avais 10 ans. Je m'appelais Éric Chabrery, comme ma mère. Et puis, je suis devenu, du jour au lendemain, Éric Fotorino. Et on a déménagé. On est parti de Bordeaux. On est allé à La Rochelle. Donc, une nouvelle vie commençait. Et à 17 ans, j'ai fait une très grosse dépression dont je savais pas bien l'origine. Et je me suis enfermé chez un oncle et une tante près de Royan, donc vers l'Atlantique, dans leur maison. Il y avait des livres partout, et j'ai lu, je suis tombé sur ce recueil d'Henri Michaud qui s'appelle Équador, et il y a un poème qui s'appelle « Je suis né troué ». J'ai lu, je lisais jamais de poésie, je lisais l'Équipe, les résultats du lundi, du foot et du vélo. Et je suis né troué, et je lis. J'ai un petit trou dans la poitrine, mais il souffle un vent terrible. Et ben, je me suis mis à pleurer. Je ne savais pas d'où venaient ces larmes, je ne savais pas expliquer ces larmes, je me suis mis à pleurer. Donc j'ai refermé ce livre comme si j'avais lu quelque chose d'interdit ou qui n'était pas pour moi ou qui était... je ne sais plus quel était cet écrivain russe qui disait je lis, sur ma table de chevet, il y a un recueil de poèmes comme un pistolet chargé. Mais pour moi, c'était comme un pistolet chargé, c'était une déflagration. J'ai un petit trou dans la poitrine et il souffle un vent terrible. Le temps a passé. À 20 ans, j'ai écrit mon premier article dans Le Monde, et allez savoir pourquoi il a été publié. Je l'avais écrit manuscrit. Et quand j'avais 25 ans, j'ai été le plus jeune journaliste de la rédaction du Monde. On m'a embauché. On m'a envoyé en Éthiopie, on m'a envoyé au Panama, on m'a envoyé en Russie, on m'a envoyé partout. Et à un moment donné, je suis né troué et revenu. Parce que, au fond, j'ai eu conscience d'une chose, c'est que je pourrais remplir toutes les colonnes du journal, de l'économie à l'international, à la culture, tout ça. Le trou, il serait là. Et finalement, donc j'avais 27, 28 ans. Et je me suis dit, oui, tu es journaliste et tu es reporter, on publie tes articles dans Le Monde, c'est tellement un grand honneur. Mais ça n'allait pas. Et j'ai ressenti revenir, comme disait Churchill, le black dog de la dépression, quelque chose qui me faisait que je boitais, quelque chose boitait chez moi. Et il y a eu une sorte de concours de circonstances que je vais dire très 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 rapidement. C'est qu'un écrivain dont je ne savais pas qu'il était un écrivain m'a dit « Vous êtes un écrivain ». Je dis « Non, je crois pas ». « Si. » Et donc, j'ai commencé à écrire mon premier roman parce que cet homme-là, et donc cet homme-là, il s'appelait Éric Arnoux, c'était un fonctionnaire, mais il était plus connu, et moi je ne le connaissais pas, sous le nom d'Éric Orsena. Et donc c'est Éric qui m'a dit « Écrivez », parce qu'il me vous voyait à cette époque-là. Et bon, un jour, j'ai eu quelques soucis au Panama,
on m'avait pris pour un Américain, donc j'ai dû rester dans mon hôtel. J'étais assigné à résidence, j'ai dû prendre un avocat pour sortir. Bon, bref, j'étais au bord du Pacifique et là j'ai écrit. J'étais au bord de la mer, je pensais à mon père, je pensais à mon histoire et j'ai commencé à écrire. Et je lui ai envoyé mes pages quand je suis rentré. Et il m'a rappelé, il n'y avait pas de téléphone portable non plus à l'époque, et il m'a dit je veux pas lire le journaliste, je veux lire l'écrivain. Je me suis dit il s'est trompé, mais quand même quelque chose m'a appelé encore. Donc j'ai recommencé, j'ai renvoyé 10 pages plus prudemment parce que ce serait moins violent de recevoir 10 pages. Et là il m'a dit une chose que je n'ai jamais oubliée, il m'a dit c'est commencé. C'est commencé. Et donc, et ça ne m'a plus lâché. Autrement dit, le petit trou dans la poitrine, j'avais senti en moi que ce serait plus un petit trou, ce serait un gouffre, et que ce gouffre, un jour, je risquais de tomber au fond. Et donc, il fallait tirer un fil au-dessus du gouffre. Et ce fil, c'était les mots. C'était très maladroit, très imparfait. J'étais pas doué au sens, mon premier roman, et il est plein de défauts, mais il y a tout dedans. C'est-à-dire que 35 ans après, quand je vois même quelquefois mes petits-enfants qui regardent mes livres, je me dis, bon, ils pourront lire ça un jour, ils comprendront pourquoi leur grand-père, il avait un trou dans la poitrine et qu'à un moment donné, il l'a refermé avec... voilà. Bon, tout ça, c'était une longue réponse à Henri Michaud qui fait 3 lignes. Alors, dans ce livre, Mon enfant, ma sœur, qui est un livre... je dois dire extrêmement émouvant, c'est-à-dire que c'est même difficile de ne pas avoir les larmes aux yeux quand on le lit, c'est plutôt rare. Il y a une chose qui est assez étonnante, c'est qu'il y a un lien entre les deux livres, c'est que les deux sont des trios, c'est-à-dire que dans le dernier livre, on a un trio qui est presque un trio à la Jules et Jim, enfin, avec une femme au milieu et des relations voilà qui nouent les trois personnages. Et là, dans ce Mon enfant, ma sœur, on a autre chose qui est plus complexe, qui est une sorte de trio d'abord formé par le fait que vous, pendant vos 10 premières années, vous êtes seul avec votre mère. Vous dites « je me croyais seul ». Et puis ensuite, vous utilisez le mot trio, c'est-à-dire, sauf que le troisième terme est absent et que vous devez le créer, au fond, le faire vivre. Et là, c'est étrange, ce trio. Alors, vous voyez, j'avais pas réalisé ce que vous dites. Et c'est ça, je trouve, la magie des lecteurs qui nous lisent vraiment, ils voient des choses qu'on ne voit pas. C'est la fameuse phrase de Gide, je sais ce que j'ai écrit, je ne sais pas tout ce que j'ai écrit. Mais en l'occurrence, c'est vrai que quand j'ai écrit Mon enfant, ma sœur, j'ai réalisé en fait qu'il y avait un fantôme dans cette histoire, que les albums de famille étaient faux, que tout était faux, puisqu'il manquait quelqu'un. Quand on demandait à ma mère combien elle avait d'enfants, elle disait toujours 3, parce que j'ai eu après 2 frères. Mais après, je me dis, mais en fait, à chaque fois qu'elle disait ça, elle savait très bien que non, qu'il y avait une petite fille. Et j'ai écrit avant Des gens sensibles un autre texte qui s'appelle 17 ans, que j'aurais pu appeler tout simplement Le regard de ma mère, mais comme elle avait 17 ans quand elle m'a mis au monde, j'avais gardé ces mots. Et ce regard de ma mère, il m'a fait vraiment écrire un roman parce que je ne savais pas ce qu'il y avait dans ce regard. Et quand j'ai su qu'il y avait cet enfant, quelquefois je me suis dit, mais quand son regard changeait, vous savez, il y a des comédiennes comme ça qui sont capables d'avoir une expression très douce et tout d'un coup ça devient très très dur, très très inquiétant. Et ma mère pouvait avoir ça. Et quand j'étais en travers d'une pensée ou de quelque chose auquel elle pensait, j'avais le sentiment que tout d'un coup, son regard me transperçait. Et je me suis dit, mais peut-être que me voyant, elle aurait préféré voir cette petite fille plutôt que moi. Pourquoi pas et donc, c'est vrai que ce trio, je l'ai imaginé d'une autre manière, c'est-à-dire comme j'interpelle cette petite fille, que j'appelle Harissa parce que son père est marocain, comme moi, mais c'est pas le même. Je lui dis, en fait, si tu avais été là, voilà ce qu'on aurait fait. Et à un moment donné, j'ai écrit, si tu avais été là, on aurait été 2 contre le chagrin, par exemple. Et donc, c'est vrai que d'avoir imaginé que on était 3, ça m'a sûrement conforté. Et après,
Et c'est encore Delphine qui me l'a fait remarquer cet été parce que je n'avais jamais relu ce livre, mon premier roman. Mais dans mon premier roman en 91, le Rochelle, le personnage a une sœur. Je m'étais créé une sœur. Et ça m'a tellement troublé de réaliser ça l'été dernier que j'ai demandé à ma mère, j'ai dit mais quand tu as lu ça, tu n'as pas réagi, tu ne m'as pas dit mais pourquoi tu as inventé une sœur? Et elle a eu cette réponse, elle me dit tu sais ton premier livre je l'ai lu de loin parce que c'était sûrement trop difficile pour elle de le lire de près. Alors, d'ailleurs, le livre dont vous parlez est divisé en 3 parties. Hein. Maman, toi, nous. Donc là encore, on a cette idée du triptyque ou du trio, en tout cas, même au niveau de la structuration du livre. Alors, on va revenir à des gens sensibles parce que à un moment donné, vous introduisiez le journalisme par une réflexion de Clara. Bon, vous entrez, Fosco entre comme stagiaire dans un journal, et Clara lui dit alors: le journalisme, ce n'est presque rien. Et le narrateur répond: c'est ce presque qui m'intéresse. Et oui, quelquefois il suffit d'un mot, hein. Mais c'est vrai que quand on écrit, le journalisme paraît comme un faux ami. C'est-à-dire que c'est l'écriture. Et beaucoup de mes amis qui sont là, je vois Pierre qui a pratiqué le journalisme brillamment pendant tellement d'années dans l'écrit, dans la radio, partout. Le journaliste, il a ses règles, il a ses codes, il a son écriture. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas sensible d'ailleurs, il peut l'être, mais il l'est d'une autre manière. Et puis, ce qu'on appelle le roman, la littérature, l'écriture, elle se moque des faits, elle se moque de la précision, même s'il y a des faits dedans et même s'il y a des précisions. Moi, je pense que les plus grands romans nous aident à comprendre le réel. Je me souviens quand j'allais beaucoup en Union soviétique dans les années 90, il y avait un livre de Rybakov qui était sorti qui s'appelait Les enfants de l'Arbat, qui était l'équivalent de, je sais pas, de Saint-Germain-des-Prés, de là où il y avait la perestroïka. Eh bien, quand on lisait Rybakov, on comprenait la Russie, enfin plutôt oui, cette Union soviétique allant éclater, mieux probablement quand on lisait un journal. Ça ne veut pas dire qu'un journal n'était pas intéressant. Si on veut lire des histoires, on lit un journal. Si on veut lire de la littérature, on lit des romans. Alors oui, Clara, elle n'est pas très contente qu'il veuille faire du journalisme, parce qu'elle a le sentiment qu'il est promis à un grand destin, une grande œuvre, et que ça va l'éloigner, c'est du temps, c'est chronophage, et je confirme tout ça. Mais on peut aussi faire ou être les deux. Alors, je complète cette question avec cette phrase que prononce le narrateur: à lire les romans de Saïd, j'avais aussi découvert qu'on pouvait parler du monde en parlant de soi. Et je me posais la question de savoir si ça n'était pas aussi, par la suite, dans les nombreuses publications que vous avez créées, cette idée aussi que la littérature pouvait parler du monde, et je ne dirais pas être un complément au journalisme, mais tout du moins apporter une transversalité, une pluralité de regards aussi. Ah oui, c'est certain. Si vous voulez, moi, pendant en gros 15 ans de ma vie au monde, je l'ai passé, sans mauvais jeu de mots, à parcourir le monde. Et j'aimais beaucoup ça, parce que ça m'évitait, moi, de me parler de moi. Ça me mettait à l'écart, comme l'a écrit brillamment aussi Emmanuel Carrère, d'autres vies que la mienne. Bon, et ça, j'ai beaucoup aimé ça, ces rencontres avec des gens que je ne reverrai plus. J'ai l'impression d'avoir vécu des dizaines et des dizaines de mini-existences. Alors, au coin de la rue, hein, il y a pas. Au départ, j'étais un peu comme Tintin reporter. Je voulais mettre des kilomètres dans mon passeport pour avoir l'impression d'exister vraiment comme un grand reporter. Et plus le temps a passé, plus j'ai considéré que c'était pas la peine d'aller si loin que ça. Mais au début, j'allais en Éthiopie, j'allais en Afrique du Sud, j'ai eu cette chance de pouvoir interviewer Nelson Mandela au moment où il sortait vraiment de prison. C'était extraordinaire, puisqu'il avait les yeux tellement blessés par les pierres blanches de Rosalind que les photographes ne pouvaient pas avoir de flash, et que on avait baissé toutes les lumières pour que ses yeux supportent, il ne pouvait supporter que l'obscurité. Bon, et puis j'ai rencontré des gens de toutes sortes que j'ai beaucoup aimé rencontrer pour ça. C'était des ailleurs, mais c'était aussi d'autres vies. Donc, et c'est vrai que quand j'ai commencé à créer des journaux avec un tout petit groupe d'amis, de proches, eh bien, je crois qu'on a fait des journaux, parce que j'étais pas tout seul, qui nous correspondaient. C'est-à-dire qui nous ressemblaient.
Je me souviens parce qu'il y avait mon ami très proche qui était ami de Pierre aussi. J'ai du mal. Laurent Bleu. Bref. C'est encore présent. Laurent Grelsamer. Donc, Laurent était un essayiste, un journaliste, très grand journaliste. Il avait écrit sur René Char, sur Nicolas de Staël. Donc il m'avait dit, tu vois, dans ce journal qu'on va faire, c'était le 1, il faut des essayistes, il faut des chercheurs, des intellectuels, des gens, et puis de la poésie. Il tenait beaucoup à la poésie, et moi aussi. Et moi, je lui disais, oui, tu as raison, et on va aussi faire écrire des écrivains. Donc, des écrivains dans l'actualité. Je me souviens, par exemple, j'avais envoyé Laurent Godet à Grande-Sainte, à côté de Calais, au moment où les camps et Laurent Godet rentrait de Haïti, où il avait vu après le tremblement de terre. Et à ce moment-là, il avait fait ce reportage et il m'avait dit, mais ce que j'ai vu à Grande-Sainte, c'est pire dans le traitement des gens que ce que j'ai vu à Haïti, pays du tiers-monde, où il n'y a rien. Il y avait au moins des gens de la solidarité. Et là, et c'est intéressant dans le contexte de ce salon, de ces rencontres, parce que Laurent m'avait dit la chose suivante, parce que j'ai publié son article à la une du 1, et le lendemain, il a été repris dans la revue de presse de France Inter. Et il m'a appelé, il m'a dit, tu sais, Eric, c'est la première fois qu'un de mes textes est dans une revue de presse, parce que je suis pas un journaliste. Et ça, j'avais beaucoup aimé ça. Et ça complète, si vous voulez, ma réponse à votre question. C'est que pour moi, bien sûr qu'à un moment donné, la littérature, le journalisme, une forme de journalisme, peuvent se réconcilier, pas se réconcilier, ils sont pas ennemis, se rencontrer et faire un tout significatif. Par exemple, je me souviens toujours sur les questions des migrants, un des premiers numéros du 1 sur les migrants, j'ai publié un texte de Marguerite Yourcenar, 1932, un poème, qui s'appelle Gare Sud. Et elle raconte Lampedusa, les gens écrasés, et qui ont peur des trains qui passent, en disant ils sont déjà tellement écrasés par la vie, ne pas se faire écraser par les trains. Eh bien, 1932, elle a repris ce texte en 1954 ou 5, je ne sais plus. Eh bien, quand je lis ce texte de Marguerite Yourcenar, c'est un texte qui, comme si elle était mon envoyée spéciale. Autrement dit, les grands textes sont toujours actuels. Les grands textes sont toujours d'actualité. Vous prenez le début de la peste de Camus, le docteur Rieux, les rats dans l'escalier, ben vous êtes chikungunya, vous êtes Ebola. On l'a publié ce texte au moment d'Ebola. Vous publiez un passage du discours de la servitude volontaire de la Boétie, refusez de ne plus servir et vous voilà libre. Ben, vous êtes exactement dans le cœur de ce qu'est la politique aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce qu'on est malmené ou mené par des gens qui veulent nous faire obéir ou est-ce qu'on peut désobéir. Autrement dit, pour moi, la littérature, dans toute son ampleur, elle dit quelque chose du réel de maintenant. Merci beaucoup, Éric Fotorino. Alors, nous avions envisagé de faire une lecture, peut-être d'un passage de Mon enfant, ma sœur, si vous voulez bien. Si vous n'en avez pas marre. Je pense que nous avons le temps. D'ailleurs, je ne sais pas si Michel... Bon, très bien, très bien. Alors... Vous voulez la faire ou... Vous choisissez, je vous fais confiance. Alors, j'ai pensé à ce passage, j'ai pensé à un passage où vous vous adressez à cette sœur en vous remémorant votre quête d'origine, en lui demandant si elle aussi, elle sent le parfum de la cardamome, etc., etc. Le voici. Voilà. Ici. Ah, d'accord. Ça devrait être... T'est-il arrivé, respirant les parfums de la cardamome, du fenugrec ou l'odeur tiédie du café, de sentir le fourmillement d'une très ancienne mémoire, l'offrande inattendue faite à la fille du Sud que tu es sans le savoir, peut-être le sais-tu, d'un bout de roc
de Maroc, d'un diadème de vie bohème enchâssé dans ton cœur. Perçois-tu cet infime tressaillement, un souffle, un prélude, une image, un mirage, la courbe effilée d'une palme dans le soir, un signe qui désigne le chemin d'où tu viens, impossible à retrouver, marques effacées, brouhaha d'une gare de triage, écho, halo, erreur d'aiguillage. Es-tu seul sur un quai, sans savoir où aller? Je t'imagine, enfant, autour de toi rien ne bouge. Demeure pourtant tenace, un froissement, un frisson, le vent de l'Atlas, l'ineffable tourment qui te révèle, la senteur poivrée des feuilles de menthe, le relent grisant de la coriandre, de l'huile d'argan, des oliviers à feuilles d'argent. Sur ce chemin trop régulier que d'autres t'ont tracé, sens-tu parfois, petite fille, tes jambes qui vacillent, l'impression d'une perte irrémédiable ou d'un déjà-vu face aux affiches des agences de voyage qui promettent le soleil, le sable, le sud? Marches-tu d'un pas lent à l'orient de ta peine, oscillant tête basse, pesante hélas, en équilibre fragile sur l'éminence de ton cou, Atlas? As-tu envie parfois de revenir sur tes pas, distinguant lointaine une voix qui ne parle qu'à toi? Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Éric Fotorino. Est-ce que nous avons le temps peut-être de prendre quelques questions dans la salle? Je ne sais pas si quelqu'un souhaite poser une question à notre invité. Je voulais juste dire qu'on est rarement aussi bien interviewé, passé à la question. Merci. C'est où? C'est qui? Ah, j'arrive. Oui, bonjour. J'ai plein de questions, mais je vous en poserai juste une qui a trait à la lecture de votre extrait. Où on a parlé de la différence entre le journalisme et la fiction, et je voulais savoir quelle différence vous faisiez entre la fiction et la poésie en prose. Alors, c'est vrai que quand on parle d'une fiction, on parle surtout d'un roman. Pour moi, la poésie en prose, bon, j'ai pas de théorie dessus. C'est juste un ressenti, puisque encore une fois, je me suis pas levé un matin en me disant depuis toutes ces années que j'écris, tiens, je vais écrire un long poème. C'est pas du tout ça. Ça s'est imposé à moi. Et je crois que d'ailleurs c'est la seule manière pour que ça existe. Si vous décidez de le faire, à mon avis, vous le faites pas. Est-ce que je vois une différence entre la fiction et la poésie en prose? D'abord, bien sûr, formelle, ça c'est certain, parce que si vous voulez, la fiction, elle autorise. Pour moi, je vois ça comme quelque chose d'un peu comme un long chemin avec des courbes et quelque chose qui s'étend, c'est-à-dire qui se dilate. Alors que lorsque vous voyez un poème en prose, moi quand j'ai ouvert des gens sensibles, c'est la première fois une fois j'étais allé à la composition de mon livre parce que j'étais curieux j'étais soucieux plutôt de certains caractères qui allaient être utilisés. Et là, je suis allé voir parce que j'ai voulu voir comment c'était sur la page. Et il s'est produit ce que j'avais vu et ce qu'un jour une journaliste qui m'interrogeait a vu. Elle m'a dit, mais quand on ouvre votre livre, on ne voit que du blanc. Et est-ce que le blanc pour vous c'est l'absence? J'avais pas pensé à ça, mais j'avais trouvé que c'était beau comme remarque. Donc pour moi, écrire un poème en prose, c'est laisser vraiment la place complète, entière, même éclatante, aveuglante même, aux mots, autrement dit, aux émotions qui contiennent. Dans un roman, un texte linéaire, vous pouvez encore une fois, mettre beaucoup de choses qui sont pas toutes essentielles, mais qui contribuent à faire la pâte du récit. Là, il est à l'os, c'est une épure. Donc moi, je dirais que
pour moi, le poème en prose, il est une épure et il permet, puisque c'est autour d'une réalité là c'est pas un poème comme un recueil de poèmes, il permet de mettre des morceaux de réel, mais de les fracasser de manière à ce qu'ils deviennent quelque chose de poétique. Et si je veux le dire autrement, cette histoire, elle était tellement dure à écrire. D'abord, tellement dure à avaler. Imaginez un être comme ça qui a surgi, qui a disparu, il fallait comme un filet comme ça, que vous tiriez, un filet d'eau, et que ce soit au plus près des émotions et comme une épure, et que les blocs de réel, je les fracasse de manière à ce qu'ils deviennent, sinon comestibles, mais en tout cas qu'on puisse les absorber. Je me demande aussi s'il n'y a pas, par exemple, aussi dans le fait d'avoir écrit ce livre sous une forme poétique, le fait qu'au fond, c'est d'abord un texte qui est adressé à cette sœur que vous n'avez pas connue et sur qui vous n'avez rien à raconter. Donc, ça ne peut pas être un récit, ça ne peut être qu'un acte poétique de. Mais vous avez absolument raison. C'est-à-dire que quelques années plus tôt, quand j'ai publié 17 ans, et que c'est la première fois que je parle d'elle, de cette existence qui est une inexistence, en quelques pages, on m'avait dit, mais un jour, vous écrirez sur cette sœur. Et j'avais dit, de très bonne foi, et sincèrement, mais que voulez-vous que j'écrive de plus? Je ne sais rien d'elle. Et comme on dit, le bois qui travaille, évidemment, ces 3 années qui ont suivi, ça a travaillé en moi, au point qu'en effet, ce texte est une adresse. Je m'adresse à elle comme à quelqu'un que je ne connaîtrai jamais, que je ne pourrai pas connaître. Après, il y a la vie. Voilà.